Chers amis, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel entretien de 30 minutes avec. 30 minutes avec, comme vous le savez, est une série d'entretiens avec des décideurs, activistes, académiques, des citoyens ordinaires sur les questions d'actualité et d'intérêt pour le continent africain. Tout d'abord, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de le souhaiter, je souhaite vous remercier de nous avoir accompagnés avec bienveillance et bonne humeur, et surtout pour vos encouragements l'année dernière et l'année d'avant dans cette aventure qu'est cette série d'entretiens. Comme l'a si bien dit Madiba, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le simple fait que nous ayons vécu, c'est l'impact que nous avons eu sur la vie des autres qui déterminera la signification de la vie que nous menons. J'espère donc que 2018 sera l'occasion de réitérer notre engagement à contribuer à la justice sociale, aux changements socio-économiques et politiques dans nos différents pays. C'est ce message-là que nous avons voulu lancer et véhiculer depuis le début avec des conversations qui ont touché à des sujets variés tels que la décolonisation des curricula en Afrique, la gouvernance inclusive et démocratique notamment au Togo, les arts et la culture au Ghana, la participation et la représentation politique des jeunes et des femmes, le respect des droits de l'homme et de la femme, ainsi que la lutte contre l'esclavage en Mauritanie, pour ne citer que quelques sujets que nous avons eu à explorer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, car alors que vient de se clôturer à Dakar la 3e conférence internationale sur la reconstitution des ressources du partenariat pour l'éducation, moment ne semblait plus indiqué pour tenir une réflexion sur l'éducation, en offrir une rétrospection et en dégager des perspectives ainsi qu'une vision prospective. Le président du Ghana a rappelé lors de cette conférence qu'une chose aussi cruciale que l'éducation ne devait pas dépendre du financement de partenaires externes et que l'Afrique doit se donner les moyens de son ambition pour le bien de sa population jeune. Il a rappelé qu'une telle ambition peut se réaliser. Le prix en est une gouvernance démocratique et la mobilisation des ressources domestiques qui pourraient être rendues disponibles grâce à la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites. Pour le pays hôte, le Sénégal, la situation semble bien complexe, car depuis l'indépendance, l'école sénégalaise semble être dans une crise perpétuelle. Le mai 68 sénégalais auquel Senghor a eu à faire face reste un moment historique, dont la gestion montre le peu de considération des revendications estudiantines par les pouvoirs publics. 50 ans après, l'opposition entre gouvernement, syndicats, élèves et associations de parents d'élèves semble toujours être la norme. Lorsqu'on parle de crise de l'éducation, certains indexent les enseignants, leur absentéisme, le manque de qualification de certains, d'autres pointent du doigt les apprenants et leur faiblesse de niveau, leur baisse d'intérêt, d'autres encore tiennent pour responsable le système éducatif lui-même. Ils parlent de pauvre qualité de travail et de traitement salarial, des effectifs pléthoriques et du manque d'infrastructures et de moyens, pour ne citer que cela. De plus, au niveau un peu plus holistique, au Sénégal, il y aurait un réseau de politique, un policy network pour le secteur de l'éducation, composé d'une part de l'État, donc du gouvernement, des ministères des Finances, de l'éducation, des collectivités locales, etc. D'autre part, des bailleurs, donc des institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, le système des Nations Unies, UNESCO, UNICEF, PNUD, etc. Et les acteurs de la coopération bilatérale tels que l'Agence française de développement, etc. Enfin, il y aurait la société civile, composée d'ONG, de syndicats, d'associations de parents d'élèves, des confréries, etc. Il semblerait qu'il y ait une déconnexion de ce réseau de politique-là, ce Policy Network au Sénégal, avec la demande éducative des familles. Au vu de ce tableau à première vue bien sinistre, un état des lieux s'impose. Une évaluation critique et responsable du pourquoi de la situation actuelle, inquiétante, au fin d'en rechercher des solutions pérennes. Sur ce, nous entrons maintenant dans le vif du sujet avec nos deux invités qui sont par ailleurs passionnés par l'éducation. Si passionnés qu'ils en ont fait un sacerdoce. Maintenant, je voulais souligner que cet entretien donne la parole à des enseignants qui partagent leur expertise et leur expérience du sujet. Si des décideurs politiques en matière d'éducation souhaitent nous édifier davantage, nous leur offrons un droit de réponse. Donc d'un côté,
nous avons comme invitée Madame Dédé Bosek en direct de la région de Sédhiou, où elle enseigne l'anglais au lycée de Bounkiling depuis 4 ans, après avoir effectué 2 ans de stage pratique à la maison d'éducation Maria Maba. Auparavant, Dédé a travaillé comme journaliste pour un quotidien d'information, puis a été assistante en communication pour une organisation de recherche environnementale. Dédé est diplômée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'Institut des sciences de l'information et de la communication. Elle blogue sporadiquement et prend des photos compulsivement. Ses centres d'intérêt sont divers, tels que l'éducation, les arts, l'agriculture et le tricot. De l'autre côté, en direct de Dakar, nous avons le professeur Mohamedou El Adiba, qui est philosophe de formation et docteur en sciences cognitives de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Adi est aussi professeur au département de philosophie de la FASTEF, École normale supérieure de Dakar, où il est responsable des enseignements en logique, épistémologie et histoire des sciences. Adi est également directeur adjoint du laboratoire de recherche sur les systèmes éducatifs, l'ARCED. Il est également très disponible sur Twitter. Dans cet entretien d'1 heure, nos invités commencent par dresser un état des lieux en évaluant les efforts en matière de politique publique des différents gouvernements, puis ils reviennent sur les raisons principales de cette crise, les principales revendications de part et d'autre, les impacts que cette situation a concrètement sur eux en leur qualité d'enseignants. Ils parlent de la supposée déconnexion du Policy Network avec la demande éducative des familles. Puis ils discutent ensuite d'une étude du professeur Abdoulaye Diagne selon laquelle la part élevée de l'éducation privée, particulièrement dans le préscolaire, le moyen et le secondaire, témoigne d'une part de la faiblesse de l'engagement des pouvoirs publics dans ce domaine et d'autre part de la méfiance de certaines catégories de la population urbaine envers l'école publique. Ils offrent une analyse de la prépondérance de l'éducation privée et de ses implications pour le futur du système éducatif tout entier. De la même manière, ils évaluent les implications de l'éducation non formelle et de l'enseignement arabo-islamique, notamment les projets de Dara moderne, sur ce système éducatif-là. Suite à cela, nos invités mettent en perspective les revendications un peu partout concernant la décolonisation des curricula dans le contexte sénégalais, avec la décision en 2016 par exemple d'introduire la pensée de Cheikh Anta Diop et la diffusion récente de KMTU. Enfin, il propose des mesures les plus urgentes concernant les enseignants et formule des recommandations pour une gestion responsable de l'éducation. Donc, je vous remercie de nous suivre. Je vous annonce aussi que nous aurons une pause très bientôt et je vous laisse apprécier cet entretien. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour Adi, je suis contente d'échanger avec vous sur la situation de l'éducation nationale. En matière d'éducation nationale, je pense qu'il est important quand on parle de la crise de faire le point sur les nombreux efforts qui ont été faits en la matière par l'État du Sénégal, et ça depuis des décennies. C'est important parce que très tôt, l'État du Sénégal a pris en charge cette question-là de l'éducation qui est essentielle, bien entendu, dans le développement économique, mais à la base, le développement de la conscience citoyenne. Et l'éducation nationale a été prise en charge dès très tôt, et en 1991, nous avons eu une loi d'orientation de l'éducation nationale qui jetait les bases un peu de la démocratisation de l'éducation, en ce que elle consacrait le droit de tout un chacun à une éducation. Donc, la loi d'orientation nationale a permis un peu à proposer que l'éducation devait être une éducation pour le développement intégral de la nation et une éducation qui permettait les conditions de l'insertion harmonieuse de l'apprenant dans la communauté. Passé cette loi de 1991, nous avons eu la loi 2004-37 en 2004, justement, qui a plus spécifiquement marqué
la démocratisation de l'accès à l'éducation en ce qu'elle rendait obligatoire la scolarité pour tout enfant de 6 à 16 ans. Donc, ce cadre législatif définit de manière conséquente le gouvernement du Sénégal, les partenaires, les bailleurs ont mis en œuvre d'importants programmes et projets et d'importants fonds et investissements ont été mobilisés dans ce sens-là. Donc, toutes ces années, nous avons vu que l'école a été démocratisée sans les personnes, sans distinction de leurs conditions, de leur origine, de leur catégorie sociale, pouvaient inscrire leurs enfants à l'école. Et on a vu une croissance, j'ai envie de dire, exponentielle des infrastructures éducatives. Et on a vu la mise en place de différents cadres. On a vu la mise en place de la case des tout-petits, le développement de certaines universités, les universités régionales, notamment de Thiès, l'université Assane de Ziguinchor, l'université Alioune Diop de Bambey. On a vu leur érection et il y a eu une expansion de la carte scolaire, c'est-à-dire que des écoles sont allées au fin fond du Sénégal, à tous les coins et recoins. Des personnes pouvaient prétendre à être éduquées. Toutefois, ces fonds mobilisés, ces programmes d'envergure et toute la volonté affichée n'a pas amélioré les conditions de travail et des enseignants et des apprenants. Parce qu'on voit aujourd'hui l'état de dégradation dans lequel beaucoup d'écoles se trouvent. Et je pense qu'on ne peut effectivement pas nier qu'il y a une crise de l'éducation au Sénégal et cette crise va du primaire au supérieur. Maintenant, cette crise a des causes différentes selon les niveaux. Je dirais que dans le supérieur, la principale raison de la crise, ce serait un effectif pléthorique avec un nombre d'enseignants qui n'est pas suffisant. L'État n'a pas recruté suffisamment d'enseignants depuis les années 80, ce qui fait que quand on prend l'université de Dakar par exemple, elle était prévue pour autour de 20 000 étudiants. On a quelque chose comme 80 000 étudiants avec moins de 4 000 professeurs. Moins de 3 000 professeurs, donc ça fait que le taux d'encadrement est extrêmement élevé et les cours ne peuvent pas se faire dans des conditions correctes. Il y a aussi, me semble-t-il, 70 places physiques 70 étudiants par place physique, ce qui fait que si tous les étudiants se présentent en classe, de toute manière, ils ne peuvent pas s'asseoir. Ça fait que les enseignants travaillent dans des conditions qui sont absolument impossibles et les enseignements ne peuvent pas se faire correctement. Les étudiants les plus doués survivent non pas parce qu'on leur enseigne quelque chose, mais survivent parce qu'ils viennent avec un bagage plus important qui leur permet d'avancer plus vite. Maintenant, quand on regarde le moyen secondaire et le primaire, il y a certes des effectifs pléthoriques, mais on a deux problèmes. On a d'abord le problème du paiement, du salaire des enseignants qui est extrêmement faible et qui fait que les collègues qui sont là-bas ne sont pas motivés et n'ont matériellement pas les moyens de faire correctement leur travail parce qu'ils sont trop occupés et trop préoccupés par la recherche d'avoir suffisamment de nourriture, d'argent pour se nourrir tout simplement. Quand on voit que quelqu'un qui enseigne au lycée à Bac+6, à la sortie de l'école normale supérieure, gagne quelque chose comme 200 000, et qu'on sait qu'avec 200 000, on ne peut même pas louer un appartement dans Dakar. Donc ça veut dire qu'il y a une paupérisation des enseignants du moyen secondaire et du primaire qui est telle qu'il est difficile pour eux d'avoir l'esprit tranquille et d'enseigner correctement. Concomitamment à ça, il y a le fait que il y a dans le moyen secondaire et dans le primaire jusqu'au primaire, du moyen secondaire jusqu'au primaire, il y a eu
ces dernières années, depuis plus de 15 ans maintenant, un recrutement massif de personnel non qualifié, depuis plus de 20 ans, un recrutement massif de personnel non qualifié. Donc on a des gens qui sont qualifiés mais qui sont paupérisés d'une part, et on a une majorité de personnes qui n'ont pas les qualifications minimales pour faire pour tenir des classes. Quand je prends ma discipline qui est la philosophie par exemple, 40% des enseignants de philosophie au lycée n'ont pas les diplômes qu'il faut pour enseigner au lycée, et ça fait qu'ils n'ont juste pas la qualification pour enseigner, et ça a contribué à la crise de l'éducation que l'on vit maintenant. On peut aussi ajouter à ça le fait que partout, en fait, il y a une privatisation rampante, dans la mesure où, même quand l'État ne privatise pas, l'État va diminuer totalement le budget qui est alloué au lycée et ainsi qu'aux universités. Par exemple, si je prends un lycée de niveau 3, qui est l'un des plus grands lycées, en fait, le budget, sur un budget de 15-20 millions, l'État va donner 2 millions. Donc, il y a quelques années, l'État a diminué de 50% sa dotation, et puis maintenant, on a encore diminué, et ça fait, je pense que l'État donne moins d'un dixième, moins d'un cinquième du budget des lycées. Donc, le reste est couvert par les parents d'élèves et par les proviseurs qui essaient de trouver des moyens ce qui fait que ils sont face à des problèmes concrets, comme par exemple avoir des photocopieuses, etc., avoir acheter de la craie, acheter des photocopieuses. Donc tout ça, ça contribue à la crise de l'éducation que nous vivons en ce moment. Tout ça aussi contribue à une sorte de clochardisation des enseignants, à des grèves récurrentes qui font que les populations elles-mêmes ne respectent plus les enseignants, et donc les enseignants n'étant pas respectés, bien sûr, ne peuvent pas faire leur boulot correctement. Maintenant, la crise d'éducation, beaucoup l'attribuent à la grève, à la baisse de niveau des apprenants, la grève des enseignants. Et à mon sens, ces deux phénomènes sont plus des symptômes de la crise qu'ils n'en sont des causes. Parce que c'est parce qu'il y a problème justement, que le niveau continue de baisser et que les grèves sont aussi récurrentes parce que des problèmes n'ont pas été fixés en amont. Maintenant, si je devais dire une cause de cette crise de l'éducation, il y en a plusieurs, mais je pense que la cause que moi que j'ai située, entre guillemets, c'est l'absence de synergie entre les décisions politiques et les besoins sur le terrain. On a vu tous ces programmes, tous ces fonds, ils n'ont pas pris en compte le facteur humain. Quand on parle d'éducation, c'est l'éducation, la formation en vue de constituer un capital humain. Et la loi d'orientation est claire là-dessus, en ce que l'éducation doit permettre de créer un individu qui s'épanouit dans son milieu, mais qui contribue à la construction de sa nation. Maintenant, on a oublié le facteur humain parce que, c'est mon point de vue, les conditions, au moment où on injectait des centaines de milliards dans la construction, dans la résorption des abris provisoires, dans l'amélioration ou l'augmentation du taux d'achèvement primaire, etc., etc., on a oublié ce facteur humain-là. On a regardé se dégrader les conditions de travail des enseignants. Par exemple, pour être concret, quand on dit qu'on va... la loi, elle est conséquente, les programmes sont conséquents parce que on vote une loi, il faut mettre en place les moyens de son application, que tout enfant a droit à l'éducation nationale et que la scolarité était obligatoire. Je pense qu'il est important aussi de définir dans quel cadre est-ce que cet enseignement-là, cette éducation-là, elle va être faite. Je pense qu'il est important aussi qu'on s'arrête sur... quand je parle de la dégradation
voilà, des conditions de travail des enseignants, des conditions d'enseignement-apprentissage. Il ne s'agit pas juste de quelques exemples pris au hasard selon certaines zones données, etc., etc. À tous les endroits, on communique avec les collègues et à beaucoup d'endroits, en tout cas, on a une certaine perception de ce qui se passe au niveau des écoles. Il y a vraiment cette charge de travail supplémentaire pour les enseignants. À chaque fois, il y a plus d'heures à faire. Il y a, par exemple, moi, j'ai 6 classes. Bon. Et la plus petite de mes classes fait une trentaine d'élèves et c'est la terminale S. Donc, si je donne un exemple, dans ma classe de 6e, à chaque fois que je dois faire cours, c'est carrément le stress absolu parce qu'ils sont plus de 70 élèves. La classe, elle est contiguë, il n'y a pas assez de table-banc, donc à chaque fois, c'est une course-poursuite pour s'asseoir devant ou essayer de s'asseoir à une place où on peut entendre le professeur. C'est ce que je vis, c'est ce que vivent beaucoup de mes collègues et à d'autres endroits du Sénégal. Les élèves se bousculent, on a besoin de manuels, on va à la bibliothèque, on nous amène des livres tout déchiquetés. Bon, ça prête à rire, mais c'est plus dramatique qu'autre chose. Et ça, c'est la situation dans beaucoup d'écoles du Sénégal et il est important d'investir des milliards dans l'enseignement, des centaines de milliards, mais il est aussi important d'avoir une allocation, une distribution importante de ces ressources-là. Où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'il faut les mettre dans beaucoup de séminaires où on va discuter de l'avenir de l'éducation, d'un problème précis qui va coûter je n'ai pas idée de combien coûtent les séminaires. Est-ce qu'on va créer une division donnée ou une commission précise ou une autre direction qui va devoir s'occuper d'un problème existant et dont on connaît déjà les causes éventuellement? Donc, je pense que l'absence de synergie, elle se traduit comme ça là, dans ce manque le fait de n'avoir pas tapé le pouls je le répète encore, des besoins en termes à la base au niveau des écoles. Pour parler de la crise de l'école encore, j'ai parlé des grèves et de la dégradation qui est due essentiellement à la différenciation dans le traitement salarial, indemnitaire, etc., entre différents fonctionnaires. Beaucoup disent que la grève est du fait de la baisse des apprenants, de la baisse de niveau. Bon, je pense que c'est un faux problème parce que quand il y a baisse de niveau des apprenants, c'est parce qu'il y a forcément une baisse de niveau ou une incompétence des enseignants. Et ça, les causes en ont été étudiées. À un moment donné, il y avait un recrutement tout azimut d'enseignants et ce recrutement-là ne s'est pas toujours fait sur de bonnes bases, puisqu'on a vu que des personnes étaient recrutées juste sur la base de leur proximité avec un leader politique ou de leur lien de parenté avec quelqu'un qui connaissait quelqu'un, etc., etc. Bon. Et on a recruté un peu de tous les profils pour venir enseigner. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, on a les contre-coups de ce recrutement pas pertinent, si je peux exprimer ça ainsi, du fait qu'il y a je n'ai pas idée du chiffre, mais en tout cas, il y a eu des milliers d'enseignants qui ont été recrutés comme ça et qui sont dans le système et qui, sur la base d'aucune compétence, sont amenés à transmettre un savoir dont ils ne disposent pas et à le transmettre dans les conditions qu'on imagine. Donc, pour ce point de la baisse des apprenants, il y a des mesures qui ont été prises au niveau de l'État encore, puisque depuis des années, il y a beaucoup d'enseignants contractuels, volontaires, vacataires qui sont amenés
avoir des formations à distance ou à retourner carrément à l'école normale pendant les vacances, etc., etc. Il y a beaucoup de séminaires, d'ateliers de renforcement de capacité. Il y a eu des cellules pédagogiques qui permettent une remise à niveau, une harmonisation un peu des méthodes d'enseignement, etc., etc. On a vu que oui, le Sénégal est en crise. Il y a la crise économique, il y a la précarité, etc., etc. Et tous ces programmes et plans et projets n'ont pas intégré la dimension amélioration du cadre de vie et des conditions de travail des enseignants. Et c'est pour cette raison que qu'on a vu des grèves répétitives, d'autant plus que, et c'est un problème encore, depuis des années, le gouvernement du Sénégal signe des accords avec les syndicats d'enseignants et ne respecte pas ces accords-là. Et nous avons vu, tout le monde le sait, et ça, ce sont des rapports commandités par le gouvernement, l'État lui-même, qui ont clairement démontré qu'il y avait une inégalité de traitement autant salarial que du point de vue des indemnités entre les enseignants et les autres corps de fonctionnaires, et que l'État avait pris des engagements clairs de rectifier le tir entre guillemets, de revoir le régime indemnitaire selon les corps et selon les hiérarchies. Et c'est un des points d'achoppement depuis des années des négociations ou des accords entre l'État et les syndicats. Et il y a aussi qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont titularisés des années après être pratiquement, dans la pratique, recrutés après leur sortie de l'école normale. Donc, ils font 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus avant d'être titularisés. Et toutes ces années, ils sont en situation de contractuel. Il y a des arriérés de paiement que l'État leur doit et beaucoup peinent à rentrer dans leurs droits. Et on a vu aussi qu'il n'y a pas eu d'acte, il n'y a pas beaucoup d'actes de validation et de reclassement des agents de l'État qui deviennent fonctionnaires et qui, justement, je l'ai dit il y a une minute, doivent entrer dans leur droit, avoir le salaire qui leur est dû et les avantages qu'il y a à faire. Donc, brosser comme ça, c'est un peu les points sur lesquels les syndicats reviennent. Malheureusement, ils y reviennent depuis des années, ce sont les mêmes questions. On a le sentiment que ce sont des questions pécuniaires, ce ne le sont pas. À mon avis, c'est une question de justice et d'équité que de dire que tous les agents de l'État ont droit au même traitement en termes de salaire, en termes d'indemnité, en termes d'indemnité, de salaire, de perception que les gens ont, parce que de plus en plus, le métier d'enseignant, la profession enseignante est en train de se dégrader et de perdre en estime, si je peux dire comme ça. Et il y a très peu de jeunes aujourd'hui qui aspirent véritablement à être enseignants parce qu'ils voient à quel point c'est devenu ingrat et peu reluisant en tout cas. Ça ne veut pas dire que moi, par exemple, je ne suis pas fière d'être enseignante. Au contraire, je suis extrêmement fière d'être enseignante. Je pense que je ne me serais pas vue ailleurs que dans une école. Bon, je me serais vue sur le terrain en train de faire des reportages, mais ça, c'est une autre... Mais véritablement, je pense qu'il n'y a nulle part ailleurs où on peut donner cette part de soi-là, faire un don de soi de cette manière-là. Il n'y a qu'au niveau de l'enseignement que je peux le faire, à mon sens, parce que voilà, on est
extrêmement bien formés, bien capés, diplômés et sous-payés. Ce que vous appelez la policy network n'intervient normalement pas dans le contenu même de l'éducation. Le programme est défini par l'État, donc est fixé et défini par l'État. Maintenant, ce policy network-là intervient par exemple, dans la carte éducative, alloue des moyens à certaines écoles et pas à d'autres, etc., etc. Donc, ça n'a pas spécialement d'influence sur la demande éducative des familles. Maintenant, si j'essaie de définir cette demande éducative des familles, je pense que c'est la même que partout. Les familles veulent que leurs enfants aient une éducation telle qu'elle les forme intellectuellement et qu'elle leur permette d'avoir un emploi qui rapporte. Donc, le problème qui se pose, c'est que les interventions dans les écoles ont causé une démultiplication des écoles, que l'État a suivi en affectant des enseignants qui parfois n'avaient pas les compétences. Donc il y a un effet pervers de la démultiplication des écoles qui est que on a eu plus de quantité, une plus grande quantité d'écoles, une plus grande quantité de jeunes scolarisés et une dilution de la qualité. Donc mécaniquement, il y a eu ce que tout le monde déplore, c'est-à-dire une sorte de baisse de niveau des étudiants qui sortent, qui sont diplômés, mais qui n'ont pas des qualifications minimales. De la même manière, quand on regarde, par contre, l'une des exigences des bailleurs de fonds a été d'augmenter le taux de scolarisation tout en diminuant la masse salariale. La conséquence de tout cela a été que l'État a recruté massivement des personnes incompétentes qu'il pouvait sous-payer et a augmenté a été plus laxiste sur les critères de passage. Du coup, on a eu une sorte d'irrespect en fait pour l'institution scolaire, dans la mesure où la population se rendait effectivement compte que les gens pouvaient sortir de l'école avec un diplôme, mais sans aucune qualification réelle et sans aucune compétence réelle. Donc ça, c'est un effet pervers de la multiplicité des intervenants qui avaient des exigences sur l'État quant à certains résultats mesurables et que l'État essayait de satisfaire pour capter des ressources. Il me semble que la raison principale pour laquelle il y a un développement tel du privé, c'est que les conditions structurelles du public, la paupérisation des enseignants, ont fait que, et également leur faible qualité, des enseignants du public, et également la faible qualité de certains d'entre eux, ont fait qu'il y a eu depuis plus de maintenant 15 ans des luttes syndicales récurrentes et des grèves récurrentes. Donc les parents d'élèves, en fait, et c'est peut-être ce que dit Diagne aussi, les parents d'élèves ne pouvaient plus laisser leurs enfants en toute sécurité à l'école publique et savoir que à midi, ils allaient pouvoir les récupérer. Ce minimum-là, c'est-à-dire qu'on laisse son enfant quelque part et on vient le récupérer à 12h et il sera là et puis on vient le récupérer. On le remet l'après-midi, on vient le récupérer l'après-midi. Ce minimum-là n'était plus assuré. On mettait son enfant dans le système public et puis à 10h, on se rendait compte que l'enfant était dans la rue parce qu'il y avait une grève des enseignants. Donc ça a fait que de plus en plus, ça a fait que l'essentiel, beaucoup de parents ont choisi d'amener leurs enfants dans le privé à leur corps défendant. Et cela alors même que ces parents-là savent que les enseignants du privé sont souvent moins diplômés
que les enseignants du public. Donc, même en sachant que les enseignants du public sont meilleurs que ceux du privé, l'on sait au moins que si on met son enfant dans le privé, cet enfant-là remplira le quantum horaire qu'il faut et donc finalement apprendra plus de choses que quelqu'un qui est dans un privé, dans un public, même avec un bon enseignant, parce que une des choses qui est importante aussi à certains âges, c'est juste le quantum horaire. On passe du temps à apprendre. Et ça, malheureusement, le public ne pouvait plus l'assurer du fait de la récurrence des grèves. L'implication la plus désastreuse, de mon point de vue, de la prépondérance du privé dans le système éducatif, c'est une implication qui est un danger démocratique, en fait. Dans une république, la méritocratie est assurée par l'école, et quand le privé devient prépondérant, quand l'État se rend compte que les classes moyennes à supérieures mettent tous leurs enfants dans le privé, l'État investit de plus en plus, de moins en moins dans le public. Et ça fait que l'État du Sénégal, par exemple, a toléré que les enseignants du public fassent des grèves qui duraient des mois sans même s'intéresser à ce qui se passait, parce que dans le public, en fait, il n'y a que les enfants des plus pauvres en général. Et donc, ces gens-là n'intéressent pas spécialement l'État. Quand, par exemple, dans certains cas, ce qui a fait que l'État a trouvé des accords avec les enseignants, c'est quand les élèves du public ont commencé à faire sortir les élèves du privé. Donc, ça veut bien dire que l'État maintenant considère que le système public n'est plus de sa responsabilité, et que si les enseignants veulent faire grève toute l'année, c'est leur problème à eux ainsi qu'à leurs élèves. Donc ça, c'est une conséquence directe, me semble-t-il, de la prépondérance du privé. L'autre conséquence aussi qui me paraît dangereuse et désastreuse, c'est que si le privé devient meilleur que le public, ce qui va se passer, ce n'est pas encore le cas, mais ce qui risque de se passer, c'est que les enfants des plus pauvres, étant dans de mauvaises écoles, ne pourront jamais sortir du cercle de la pauvreté. Malheureusement, c'est le genre de société que crée un système éducatif à deux vitesses. C'est une société qui ne sera plus méritocratique, où les gens auront des postes parce qu'ils ont, non pas parce qu'ils sont plus talentueux qu'un autre, mais parce qu'ils ont eu les moyens de faire des études, ce que leur voisin n'a pas eu. La question de l'éducation non formelle, de la question des DARA. Le système éducatif sénégalais a toujours été élitiste, et l'une des choses qui se passait, c'était que ceux qui étaient exclus de l'école pour défaut de résultats pouvaient aller travailler dans ce qu'on appelle des ateliers. Et en fait, dans ces ateliers-là, ils étaient formés à des métiers, et ça leur permettait d'avoir un métier manuel. De plus en plus, l'État essaie de formaliser ce secteur-là en mettant en place des accords entre ces ateliers-là et le système d'éducation technique. Donc, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant plus qu'une des choses qui nous manque dans ce pays, c'est des ouvriers intermédiaires, c'est des ouvriers et des techniciens intermédiaires qui peuvent lire des plans, faire des travaux, des petits travaux dont on a besoin sur plan, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a des programmes qui sont mis en place, l'État met pas mal d'argent dedans. Donc c'est quelque chose qui va se développer. Une autre chose qui se développe actuellement, c'est une sorte de formalisation des daras qui sont les écoles coraniques traditionnelles où les enfants étaient envoyés par leurs parents, mendier, etc. Ces daras se formalisent, c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose dans la mesure où on sort de la rue des enfants qui étaient quasiment en situation d'esclavage. Donc, dans tous les cas, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est une mauvaise chose dans la mesure où ça contribue à miner l'idéal républicain. Quand on regarde ce qui se passe avec la formalisation des daras ou avec le bac arabe, etc.,
nous sommes dans un État dont la langue dont la langue de travail est le français, et en fait, pour la discipline que je connais, qui est la philosophie qui est faite dans le bac arabe n'est pas de la philosophie. Donc le programme n'a pas été établi par des philosophes, il n'y a pas eu de concertation avec des philosophes. Les philosophes sénégalais généralement ne parlent pas arabe, et ceux qui parlent arabe ne sont pas des philosophes. Ils ont concocté dans leur coin un bac de philosophie qui n'en est pas un, mais qui est quand même un bac arabe. Donc il y a là un affaiblissement du caractère républicain de l'école qui est potentiellement dangereux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut une politique radicale, une main ferme de l'État pour que justement le phénomène des daras tel qu'on l'a connu, tel qu'on le connaît depuis des années, avec tout ce qu'il y a derrière d'exploitation des enfants, de mendicité, d'abus, de violation, de violence faite à ces enfants-là, les daras tels qu'on les connaît, qu'on les connaît encore d'ailleurs. Cette forme-là, il faut absolument qu'elle soit abolie. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Maintenant, je pense que l'État du Sénégal a montré de la volonté, et il y a un projet de loi sur les daras modernes qui était à l'étude. Donc, il faudrait que justement l'État légifère là-dessus et que la loi sur la mendicité qui existe depuis des années soit mise en application. Il est inadmissible pour voir les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être vivre dans la rue au jour le jour, bon, avec tous les abus, etc., qu'on s'imagine. Donc, il faut que l'État soit ferme là-dessus et qu'il faut que l'État prenne des mesures, parce que c'est l'État qui a fait voter par l'Assemblée nationale une loi d'orientation, la scolarisation obligatoire. Ces enfants-là font partie de l'État, donc il est incompréhensible que les mesures, les recommandations qui sont faites depuis des années, des décennies, ne soient pas appliquées dans toute leur rigueur. Au Sénégal, effectivement, on a eu aussi ce mouvement d'introduction de la pensée de Cheikh Anta Diop dans l'éducation. On a de plus en plus de gens qui militent pour l'enseignement en langue nationale. Donc ça veut dire que ce mouvement de décolonisation de l'enseignement-là est un mouvement qui est enclenché, qui a de plus en plus de supporters. Il me semble personnellement que c'est là une distraction réellement. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'important. Et je m'explique. Quand on regarde par exemple la question de l'enseignement de la pensée de Cheikh Anta Diop, la pensée de Cheikh Anta Diop doit être enseignée effectivement. Et elle l'était. Donc dans le cursus. À certains moments dans le cursus, la pensée de Cheikh Anta Diop était enseignée. Maintenant, il y a comme ça des contenus à introduire, et ces contenus-là sont introduits. Par exemple, les historiens sénégalais font un travail remarquable d'enseignement de l'histoire du Sénégal, et le programme d'histoire du Sénégal n'est pas un programme colonial du tout. C'est un programme d'histoire du Sénégal, c'est un programme républicain d'histoire du Sénégal. Donc ça, c'est important. Maintenant, si on prend globalement, ce qui se passe, c'est que des gens s'agitent pour qu'on introduise les langues nationales, qu'on enseigne en langue nationale, comme si enseigner en langue nationale était une solution miracle. Le problème est que nous sommes une société multiculturelle. Et dans une société multiculturelle, par exemple, si on dit qu'on enseigne en langue nationale, en quelle langue on va enseigner? On peut dire qu'on enseigne en Pulaar, en Wolof, en Diola, en Balint, en Baynouk, etc., etc. Chaque langue qui aura été négligée posera un problème en disant qu'il faut qu'on enseigne dans ma langue. Maintenant, où est-ce qu'on trouve les enseignants qui vont avoir la compétence d'enseigner des mathématiques, par exemple, dans les langues nationales? Et, par exemple,
un enseignant qui sert au Fouta, mais qui est Wolof, devra-t-il enseigner en Pulaar ou bien devra-t-il enseigner en Wolof? Devra-t-il apprendre le Pulaar? Donc ça veut dire qu'on est en train de se préparer une sorte de régionalisme où les gens vont être affectés dans des endroits dont ils parlent la langue et non pas seulement dans la République, dans l'État du Sénégal, dans la République du Sénégal. Donc ça pose un problème. Il me semble que dans le système scolaire sénégalais, le problème n'est pas qu'il soit colonial ou pas, le problème c'est que le système scolaire sénégalais ne fonctionne pas depuis beaucoup d'années à cause, mettons, d'un sous-investissement, d'une paupérisation des professeurs, etc., etc. Donc, il y a des raisons objectives pour lesquelles le système ne fonctionne pas. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'enseigner dans les langues nationales, ce qui est le problème qui se pose ici, ou bien le fait d'enseigner tel ou tel auteur. Pour parler maintenant de la décolonisation des curricula, je pense que je reviens à la loi d'orientation nationale, avait un peu jeté les bases, je peux dire, de cette décolonisation-là, puisqu'on a vu la loi dans son article 6, elle dit que l'éducation nationale est sénégalaise et africaine. Je vais dire là, l'éducation nationale est sénégalaise et africaine, développant l'enseignement des langues nationales, instrument privilégié pour donner aux enseignants un contact vivant avec leur culture et les enraciner dans leur histoire. Elle forme un Sénégalais conscient de son appartenance et de son identité, dispensant une connaissance approfondie de l'histoire et des cultures africaines, dont elle met en valeur toutes les richesses et tous les apports du patrimoine universel. L'éducation nationale souligne les solidarités du continent et cultive le sens de l'éducation, de l'unité africaine. L'éducation nationale reflète également l'appartenance du Sénégal à la communauté de culture des pays francophones, en même temps qu'elle est ouverte sur les valeurs de civilisation universelle et qu'elle s'inscrit dans les grands courants du monde contemporain. Par là, elle développe l'esprit de coopération et de paix entre les hommes. Je pense que, fin de citation, donc nous au Sénégal, je pense qu'il y a un souci de décoloniser les curricula, puisqu'on a vu dans la pratique de plus en plus de collègues, et ça c'est une directive de beaucoup de... Bon, je vais donner l'exemple par exemple de l'enseignement de l'anglais. Depuis 2003, on a un National English Syllabus, et ce syllabus-là nous exhorte très spécifiquement à centrer nos enseignements sur la vie, l'histoire, la culture, pas juste africaine, mais en tout cas plus spécifiquement sur l'histoire, la vie, la culture des communautés dans lesquelles nous enseignons. Il nous est spécifiquement recommandé d'intégrer real life situations dans nos enseignements, de sorte que on connecte le contenu de l'enseignement à la vie et à l'identité propre de l'apprenant. Et ça, je pense que c'est une préoccupation, pas juste en termes d'enseignement de l'anglais, mais dans beaucoup d'autres disciplines. J'ai dit au début qu'il y avait deux problèmes différents, que l'on parle du supérieur ou du moyen secondaire et du primaire. Si on parle du supérieur, il me semble que l'une des choses qui est absolument urgente, c'est un recrutement massif d'enseignants. Le taux d'encadrement qu'on a ne permet pas l'enseignement. Donc ça, il faut vraiment des recrutements massifs de sorte qu'on puisse enseigner dans des conditions correctes. Il faut également des constructions d'infrastructures. Donc ça, c'est extrêmement important parce que sans infrastructure, les élèves se retrouvent entassés dans des amphithéâtres, dans des conditions qui ne leur permettent pas d'étudier. Donc on a ces deux problèmes-là dans le supérieur qu'il faut régler. Quand je prends maintenant le moyen secondaire et le primaire, on a des collègues qui ont des salaires qui les paupérisent. On a des salaires qui ne permettent pas de vivre. Donc il faut dans ces
dans ces ordres d'enseignement-là, une augmentation substantielle, moi je dirais un doublement, voire un triplement des salaires des enseignants. En échange de cela, il me semble que l'État doit exiger de ses personnels, d'une part qu'ils se forment, donc l'État doit les former. Et il y a un effort qui est fait avec la FASTEF par exemple pour former les professeurs de philosophie, mais il me semble que cela doit être généralisé. Les enseignants, dans tous les ordres d'enseignement, il faut qu'on constate, et je pense que nul n'est dupe, il y a dans les personnels de l'éducation nationale des gens qui n'ont pas les compétences, et ces gens-là, étant donné qu'ils sont dans les systèmes, il faut qu'on les forme. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut que cessent toutes les activités annexes. Une fois qu'on a augmenté substantiellement les salaires des enseignants, une fois qu'on les a logés, il me semble que l'État doit exiger de ses personnels qu'ils cessent d'aller servir dans le privé. Les enseignants du public sont des enseignants du public payés par le public. Le public doit les payer correctement et ces enseignants-là, une fois qu'on les a payés correctement, on doit leur interdire d'aller intervenir dans le privé parce qu'ils doivent à l'institution qu'ils servent tout le temps qu'ils peuvent servir. C'est-à-dire que enseigner, ce n'est pas seulement être devant la classe pendant 2 heures de temps, c'est préparer ses cours, c'est lire, c'est apprendre, etc. Donc ça, et pour faire ça, il faut être dans des conditions matérielles décentes. Ce n'est pas encore le cas, mais une fois qu'on est dans des conditions matérielles décentes, il faut qu'on y consacre du temps, et ça, il faut que l'État l'exige de ses personnels. Mais l'État ne peut l'exiger de ses personnels que s'il les paie correctement. Étant donné les salaires de misère qu'il leur donne actuellement, il est compréhensible que les gens servent dans le privé. Maintenant, que faut-il faire pour une gestion responsable de l'éducation? Quelles mesures urgentes pour les enseignants? Je pense que la première chose à faire, c'est que l'État du Sénégal respecte les engagements qu'il a signés et que l'État du Sénégal soit juste et équitable dans la gestion des carrières des enseignants, parce que je pense que je l'ai dit plus tôt, il n'est pas normal qu'un sortant de l'école normale doive attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'être titularisé, et qu'ils doivent encore faire des démarches, déposer des papiers pour qu'un enseignant commence à percevoir le salaire normal auquel il a droit, son grade, sa hiérarchie, etc., etc. Donc, il faut automatiser, mais ça, c'est peut-être un long processus. Mais avant tout ça, je pense qu'il faut que le gouvernement accepte que les revendications des enseignants sont légitimes. Ce sont des revendications légitimes et que du moment que des accords ont été signés, il n'y a juste pas de raison qu'on revienne encore et encore sur les mêmes accords et qu'à chaque année, ce soit les mêmes revendications qui reviennent sur la table, les mêmes préavis de grève qui reviennent sur la table et qui hypothèquent la paix sociale au niveau de l'école. Il y a un autre paramètre, je pense que les gens, l'opinion, on n'a pas à s'intégrer le terme école de la communauté. Il y a eu une crise, il y a eu des crises récurrentes, persistantes au niveau de l'école et moi, à mon niveau, en tout cas en tant qu'enseignant, j'ai été extrêmement frustrée parce que j'ai eu le sentiment que cette crise-là ne concernait que les enseignants et que l'école, alors que on dit école de la communauté, ce sont les enfants de la communauté qui vont à l'école. Et quiconque, tout parent qui inscrit son enfant à l'école a un droit de regard sur la situation de l'école. Dans quelles conditions est-ce que mon enfant va à l'école? Est-ce que mon enfant est asthmatique? Est-ce qu'il n'est pas dans un abri provisoire ou qui est poreux à la poussière, au gaz d'échappement, etc., etc. Je pense qu'il faudrait qu'on reprenne, que tout le monde reprenne à son compte le concept d'école de la communauté. On ne peut pas investir l'argent qu'on investit. Je pense que les gens paient des impôts pour que ces impôts-là leur soient redistribués en termes de services sociaux. Il est inadmissible que l'on dise école de la communauté et que l'on voit la situation dans laquelle l'école est et qu'à chaque fois qu'il y a
grève, qu'on tape sur les enseignants et que tout le monde se mette à dire oui, il faut que les enseignants retournent dans les classes, il ne faut pas sacrifier nos enfants, etc., etc., et appelle les enseignants à la raison. Quand on appelle à la raison, il faut appeler à la raison tous les acteurs en présence, que ce soit les enseignants, que ce soit l'État. Il faut dire oui, que les enseignants retournent dans les classes. Cela s'entend, cela est compréhensible. Mais de cette même manière-là, qu'on appelle au respect des accords que l'État signe à chaque fois et qu'on en appelle à la responsabilité de l'État, parce qu'il y va de la responsabilité de l'État. Et aussi que les parents se disent que, la communauté se dise que la vie de l'école les intéresse au plus haut point et que justement, on arrête cette déconnexion-là de la réalité de l'école et de la vie de tous les jours. L'école est un démembrement de la société. Donc, toutes les crises, toutes les tensions, la précarité que l'on vit dans notre société parce qu'elle va grandissant, la pauvreté, etc., etc., toutes ces tensions-là se répercutent sur l'école et nous le vivrons de manière très frontale avec la tension que vivent certains élèves, la difficulté que beaucoup d'élèves ont. On a eu très malheureusement des cas de suicide d'élèves, dont l'un d'ailleurs a quitté l'école ce jour-là pour aller. Donc il faut qu'on recentre ce concept-là de l'école de la communauté et que les gens s'impliquent dans la vie de l'école. Il y a une école dans la communauté, il a plu, qu'on n'attende pas la rentrée des classes pour que les élèves ou les professeurs viennent labourer, par exemple, que les parents d'élèves prennent ça en charge. Il y a une école, il n'y a pas de cantine scolaire, que les parents d'élèves mettent à contribution parce que ce sont leurs enfants qui viennent à l'école et qui vont, après, je ne sais pas, passer la journée à l'école et avoir faim, faire 3 km aller-retour parce qu'ils n'auront pas la possibilité de manger à midi et de se poser au niveau de l'école, etc., etc. Je pense que c'est une solution que l'on recentre, que l'on redéfinisse, ou que l'on, pas tant redéfinir, la notion elle est définie, mais que les gens s'approprient cette notion-là de l'école de la communauté, que l'État respecte ses engagements, je pense que je l'ai dit, et que du moment que l'État respecte les engagements, valorise la fonction enseignante, autant au niveau des salaires que des indemnités, que du traitement. Là, je pense qu'on pourra très sérieusement dire Dessalines-Lendara, on ne vous doit plus rien. En tout cas, la communauté ne vous doit rien. Nous sommes impliqués dans la vie de l'école. Tout ce qu'on demande, c'est que vous fassiez votre travail. Et ça, d'ailleurs, les gens le font, que les moyens y soient ou pas, les gens vont à l'école. Je le dis souvent, il y a très peu de cadres physiques, de lieux de la fonction publique où on va trouver la quasi-majorité des agents à 8 heures. Franchement, il faut être sérieux là-dessus. Il y a très peu de lieux de la fonction publique où on va trouver la majorité des enfants, la majorité des agents de la fonction publique qui travaillent jusqu'à 18 heures. L'école est ce seul cadre-là où les gens se réveillent tous les matins, font des pieds et des mains pour être au niveau de l'école à 8 heures, finissent à midi, reviennent à 15 heures, etc., etc. Ça, c'est de un. Il faut aussi que les gouvernants, les politiques, les décideurs sachent que on parle d'école, on parle de capital humain, de former, de construire un capital humain. Ce sont des êtres humains qui sont dans les écoles, ce ne sont pas des robots. On ne peut pas vouloir que les enseignants et les élèves, on ne peut pas les soumettre au rythme auquel nous sommes soumis. On le vit tous les jours et ça fait partie des raisons de la dégradation des conditions de travail. Systématiquement, de manière très routinière, les gens vont le matin à l'école, le soir à l'école, on s'assied 2 heures pour ingurgiter des choses ou transmettre des choses, etc., etc. Je pense qu'on devrait aller plus vers une réforme, si tant est qu'il faut réformer des programmes et des méthodes d'enseignement telles qu'ils sont dispensées en ce moment-là. Mais pour en arriver là, je pense qu'il faut d'abord fixer
évacuer, régler cette question-là du traitement salarial, du régime indemnitaire, des actes de reclassement en souffrance au ministère depuis une année, des actes de validation, etc. etc. Je pense qu'il faut qu'on règle ça et qu'on ressente que l'école soit à nouveau au centre des préoccupations et de l'État et de la communauté. Je pense que ce sont les solutions essentielles et que les investissements soient pertinents. On met des millions dans l'éducation, mais où est-ce qu'on va les mettre? Quels sont les besoins précis? Est-ce qu'il faut juste construire des classes en dur, continuer à construire des classes en dur, ou continuer à... On se dit on va résorber les abris provisoires. Il y a maintenant 3000 et quelques abris de moins qu'il y en avait il y a 6 ans. Je pense que la question n'est pas forcément là. Il faut une pertinence et une justice, une équité dans la distribution des allocations, dans la distribution des ressources dédiées à l'éducation et revoir les budgets de fonctionnement qui ont été revus à la baisse au niveau par le gouvernement du Sénégal depuis quelques années déjà. Donc, les écoles ont besoin de fonds pour fonctionner, les écoles ont besoin de manuels, les écoles n'ont pas juste besoin de professeurs. Il faut de la matière pour enseigner et cette matière-là, c'est peut-être pas qu'à l'État, l'enseignant doit faire sa recherche, l'enseignant doit aller se documenter, etc., etc. Mais je pense qu'il y a une part importante que l'État ait un pouvoir et a le devoir d'assurer qui est très élémentairement la disponibilité des manuels, la disponibilité plus globalement de matériel didactique, pas juste les manuels. Je pense qu'il y a une large gamme de matériel didactique dont on a besoin. Voilà très globalement mon point de vue sur l'éducation et les mesures à y apporter.